Salut tout le monde et bienvenue à cette quatrième capsule de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va continuer et même terminer le chapitre 2 en parlant du constructeur de copie et du destructeur. Donc, on a parlé à la dernière capsule des constructeurs avec ou sans paramètres qui permettaient de déterminer qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'un objet était déclaré. Généralement, on initialisait des attributs. Le constructeur de copie va nous permettre de faire le même travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment où on copie un objet dans un autre objet, ce qui arrive généralement souvent quand on passe un objet en paramètre à une fonction par valeur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment l'objet est copié dans un autre objet? Évidemment, on a vu qu'il y avait un service par défaut qui s'occupait déjà de faire ça. Et on a fait des exemples dans la capsule précédente où je passais un objet à une fonction, puis ça fonctionnait très bien. J'ai fait aucun constructeur de copie et tout marchait comme sur des roulettes. Le constructeur de copie, effectivement, ne sera pas nécessaire dans la majorité de ces cas-là. Il va devenir utile uniquement quand on a quelque chose de particulier dans notre objet. Par exemple, des pointeurs à l'intérieur de l'objet. Donc ça va venir au chapitre 4. Pourquoi on en parle tout de suite du constructeur de copie? Mais parce que c'est quand même un sujet qui est relié au chapitre 2, la construction d'un objet, et parce que ça va nous permettre de se pratiquer à les utiliser, même si pour l'instant ils ne sont pas 100% nécessaires, pour être prêt lorsqu'on arrivera au chapitre 4, qui est déjà bien assez compliqué par lui-même sans qu'on ait besoin de rajouter autre chose. On va parler aussi des destructeurs, qui déterminent qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un objet est détruit. Et encore une fois, un destructeur, on n'aura pas besoin de ça tant qu'on n'arrivera pas dans les chapitres plus avancés avec les pointeurs ou avec les fichiers. Pour l'instant, on va juste apprendre comment en déclarer un, puis on va le laisser faire sa job tout seul, sans y rajouter quoi que ce soit, juste pour qu'on ait déjà vu ça. Alors, comment ça se passe, le constructeur de copie? Bien déjà, le constructeur de copie, il y a trois moments où il est appelé. Il est appelé lorsque on passe un objet en tant que paramètre par valeur à une fonction. Ça, on en a parlé. Lorsqu'un objet est retourné par une fonction, donc s'il y a une fonction qui crée un objet puis qui le retourne, c'est une copie de l'objet qui est réellement retournée et non pas l'objet lui-même. On ne peut pas retourner un objet en tant que tel, il faut en faire une copie. Et lorsqu'on construit un objet à partir d'un autre objet, donc quand on déclare un objet puis qu'on met entre parenthèses un autre objet, il va être construit à partir de cet autre objet-là. Le rôle du constructeur de copie, c'est de créer une copie correcte de l'objet qui est passé en paramètre. Et un constructeur de copie, ça a toujours exactement la même signature. Donc, on ne peut rien changer là-dedans. Ça porte le nom de la classe, comme tous les autres constructeurs. Ça n'a pas de type de retour, même pas void, comme tous les autres constructeurs. Et ça contient un seul paramètre. Ce paramètre-là, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est un paramètre qui est un exemple d'un objet de notre classe en référence constante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Reprenons notre classe d'objets d'entiers encapsulés, puis on va en faire un constructeur de copie. Si je veux copier un objet entier encapsulé, je vais avoir besoin de son constructeur de copie. Et qu'est-ce qu'il va recevoir en paramètre? Il va recevoir une référence constante à un autre entier encapsulé. Donc, ça doit être constant, il doit y avoir une référence, et le type de l'objet doit être le même type que la classe, encore une fois, parce qu'il va recevoir un objet de la même classe. Il peut copier juste un autre entier encapsulé. Comment on va l'appeler, cet objet-là? Ça, c'est le bout que vous pouvez modifier si vous voulez. Moi, je l'appelle souvent original, donc c'est l'original duquel je vais faire une copie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais tout le reste, c'est coulé dans le béton, ça va toujours être la même syntaxe exacte. Quand je vais aller dans mon CPP, je vais définir ça en remettant le nom de la classe, le nom de la méthode qui est le même nom que la classe, et je vais redéfinir encore ici mon paramètre, qui est une référence constante, à un autre entier encapsulé. Et là, je vais lui faire faire quelque chose. Je vais lui faire faire quoi exactement? Mais le but d'un constructeur de copie, c'est de copier tous les attributs de l'objet original qu'il a reçu dans l'objet nouveau qu'il est en train de créer, dans la copie qu'il est en train de faire. Donc, ce qu'il va faire, le constructeur de copie, c'est qu'il va aller faire des get dans l'objet original pour aller chercher tous ses attributs, toutes les valeurs des attributs, et il va faire des sets pour les setter dans l'objet qu'il est en train de créer. Donc, par exemple, si on regarde le constructeur avec paramètres qu'on avait tantôt, tantôt étant dans la capsule précédente, je faisais des sets. Je faisais un set pour chaque attribut et je lui donnais une valeur directement. Bien là, ça va être la même affaire. Je vais faire un set pour chaque attribut
comme pour tous les constructeurs. Le but du constructeur, c'est de setter tous les attributs. La différence, c'est que là, je n'ai pas une valeur directe à lui donner. Je n'ai pas un paramètre que je peux lui dire, set-le à cette valeur-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, va dans l'original, que tu as reçu un paramètre, et dans cet original-là, va faire un get pour aller trouver sa valeur à lui de son attribut correspondant. Donc ici, je lui dis, va dans l'original, chercher l'entier. Et là, la valeur qui est là, set-la toi dans ton nouvel objet que tu es en train de créer à la même chose. Donc si l'original contenait 2 comme entier, ben il va setter son entier à 2, puis lui aussi, il va être à 2. Et ça, on ferait ça pour chacun des attributs de l'objet. Si c'est simple, il y en a juste un. Mais s'il y en avait plusieurs, on ferait un set pour chacun des attributs en allant chercher comme valeur un get dans l'original. Et c'est tout. Notre constructeur de copie est créé. Le constructeur de copie est appelé à quel moment? On l'a vu tantôt. Il va être appelé quand on passe un objet en paramètre à une fonction. Quand la fonction retourne un objet comme valeur de retour ou quand on construit un objet à partir d'un autre. Par exemple, si je fais ça comme ça, je me fais l'entier 4 et je vais dire l'entier 4, lui, il va être créé à partir de l'entier 3. Donc, on peut invoquer le constructeur de copie comme ça. De la même façon que je peux déclarer un entier en lui donnant rien, il va prendre celui-ci en paramètre. En lui donnant un entier, il va prendre le constructeur qui a un entier. Bien, en lui donnant un entier encapsulé, il va prendre le constructeur qui accepte un entier encapsulé, soit le constructeur de copie. Donc, je peux le faire comme ça, ou je peux l'invoquer en passant un objet en paramètre par valeur à une fonction. Comment on peut être sûr qu'il est appelé? Bien, c'est simple. On va se rajouter ici un petit cout qui va écrire copie. Évidemment, ça, on ne ferait jamais ça dans la vraie vie. Là, comme j'utilise un cout, évidemment, je vais devoir inclure la librairie. On ne veut surtout pas qu'à chaque fois qu'on appelle un constructeur, il nous écrive quelque chose à l'écran. Ce n'est pas une super bonne idée, mais là, on va le faire juste pour la démonstration. À chaque fois que le constructeur de copie va être appelé, il va écrire copie à l'écran. Donc, on compile ça et on va voir ce qui se passe à l'exécution. Et hop, plein de copies se sont faites à plein de moments. Quand exactement? Mais on peut aller voir dans notre main. Alors, ici, on a déclaré 2 entiers qui sont mis 0 comme valeur par défaut. On en a déclaré un troisième qui a mis 15 comme valeur. Ça va. Et lorsqu'on a créé l'entier 4, ben, l'entier 3 a été copié dans l'entier 4 et ça écrit copie. Et après ça, lorsqu'on a passé l'entier 1 à la fonction afficher objet, ça écrit copie. Puis là, cette copie-là a servi à afficher son contenu 0. Et ensuite, on l'a fait une autre fois avec l'entier 2, copie qui est à 0, et avec l'entier 3, copie qui est à 15. Donc, mon constructeur de copie est appelé à tous ces moments-là. Donc, évidemment, normalement, on n'écrirait pas ça. Donc, qu'est-ce que ça me donne d'avoir fait ça? Qu'est-ce que ça me donne d'avoir créé un constructeur de copie? On se rappellera qu'à la capsule précédente, je faisais ces affaires-là d'afficher des objets en les passant à une fonction, puis ça marchait. Là, ça n'a rien changé. Là. Ça continue de faire la même chose. Bien, vous avez raison, ça ne changera absolument rien. Tant qu'on n'arrivera pas au pointeur ou à des notions plus avancées où les objets se connectent à des fichiers pour aller lire leurs attributs, ce genre de choses-là, ça ne changera rien, qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas. Par contre, on va souvent vous demander d'en mettre un puis de le rendre fonctionnel, simplement pour vous pratiquer à la syntaxe puis vous habituer à faire ça. Maintenant, si on regarde notre constructeur, comment il est déclaré, pourquoi une référence? Pourquoi un const, tout à coup? Pourquoi on fait tout le temps ça comme ça? Là? Je vous ai dit, c'est coulé dans le béton, vous faites toujours la même affaire. Mais c'est quand même le fun de comprendre d'où vient ce béton-là. Pourquoi on a mis une référence? Bien, si je n'avais pas de référence ici, ça voudrait dire que mon original serait passé au constructeur de copie par valeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe un objet en paramètre par valeur à une fonction? On appelle le constructeur de copie pour qu'il fasse la copie. Mais là, en faisant ça, on appellerait donc un deuxième constructeur de copie pour copier la valeur dans le premier. Mais ce deuxième constructeur de copie-là, il aurait besoin de recevoir un paramètre par valeur. Fait qu'il dirait, j'appelle un constructeur de copie qui va pouvoir faire la copie pour que moi je puisse faire la copie, pour que lui puisse faire la copie. Donc, ultimement, chaque constructeur de copie en appellerait un autre, puis il n'y aurait jamais de fin à ça. Puis ça ferait simplement planter le programme parce que la pile des appels serait remplie de constructeurs de copie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va mettre une référence, puis on va dire, voilà, ne fais plus une copie de l'original dans ta fonction, fais juste référer à l'original. Fait que le constructeur de copie, lorsqu'il est invoqué, il réfère à l'original, il est capable d'aller chercher son contenu
sans devoir faire une copie pour lui-même d'abord. Puis là, on n'aura pas une cascade d'appels de constructeurs de copies. Voilà pourquoi on met toujours une référence. Pourquoi const? Ben ça, c'est parce qu'on ne voudrait pas que le constructeur de copie, par mégarde, puisse modifier l'original pendant qu'il en fait une copie. Ça serait un petit peu fatigant de dire à chaque fois que je fais une copie d'un objet, peut-être que mon objet se trouve changé. Puis ça, c'est quelque chose qu'il pourrait faire puisque c'est une référence. Rappelez-vous que quand on a un passage par référence, la fonction peut modifier l'original. Puis ça, on ne veut pas ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va rajouter const pour dire ce paramètre-là est constant. Le const qui est ici ne veut pas dire la même chose que le const qui est ici à côté du get. Le const du get est après les parenthèses et sert à dire que get entier ne pourra modifier aucun attribut de l'objet. Le const qui est dans le constructeur de copie est avant la déclaration du paramètre à l'intérieur des parenthèses. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est la référence qui est là qui est constante et que donc cet objet-là, l'objet original auquel on réfère, ne pourra pas être modifié par le constructeur de copie. Par contre, l'objet que le constructeur de copie est en train de créer, lui, peut être modifié, évidemment. On ne mettra surtout pas un const ici. C'est ce qui arrive quand nos doigts sont une rangée à côté sur le clavier. On ne mettra jamais un const ici après un constructeur parce que le constructeur, sa job, c'est de modifier les attributs de l'objet. Il ne faut surtout pas qu'il soit constant. Ce qui est constant, c'est la référence. Et voilà. Mais là, qu'est-ce que ça implique, ça, que la référence soit constante? Ce que ça implique, c'est que quand je vais appeler des fonctions, des méthodes de mon original, de ma référence, je vais seulement pouvoir appeler des méthodes constantes. Par exemple, je ne pourrais pas faire ceci. Dire, tiens, pendant que tu es en train de faire la copie, set donc l'entier de l'original à 2. Bien, ça ne marche pas. Il va me dire automatiquement, il y a une erreur, ce n'est pas les bons qualificateurs de type. Donc, je n'ai pas accès au set qui est là. Pourquoi? Parce que ça modifierait l'objet original et que l'objet original ne peut pas être modifié par cette référence qui est constante. Comment il sait qu'est-ce qui va modifier l'objet? Bien, en fait, il ne sait pas vraiment. Et le compilateur n'a aucune idée de qu'est-ce qui modifie l'objet ou pas réellement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va juste aller se baser sur la const ou non. Il va dire ici, un get, c'est const, ça va, je peux t'appeler. Un set, c'est pas const, oublie ça, je t'appelle pas. Je peux pas t'appeler parce que tu n'es pas une méthode constante. Ça veut dire que tu as des chances de modifier l'original, puis moi, je n'ai pas le droit de modifier l'original parce que c'est une référence constante. Donc, c'est là que c'est important d'avoir des get qui sont const. Parce que si, mettons, j'ai oublié de déclarer que mon get était const, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Même si je l'enlève comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ici si mon get n'est pas const? Il va se passer que je ne pourrai pas appeler get entier de l'original pour aller chercher la valeur de l'attribut à copier. Donc là, je vais me dire, voyons, c'est bien bizarre. Je me fais un constructeur de copie. Mon but, c'est d'aller lire les attributs de l'original pour copier ces valeurs-là puis me mettre pareil. Je ne suis même pas capable d'aller les lire, les valeurs de l'original. C'est bizarre. Si ça vous arrive, bien, pensez à est-ce que j'ai mis mon get constant. Et c'est pour ça que je vous disais depuis le début, c'est important de mettre les get constants et aussi toutes les autres méthodes qui ne modifient pas l'original. Pour l'instant, ça ne change rien, mais on va voir plus tard. Bien là, on est plus tard. C'est maintenant qu'on le voit. Comme ma référence est constante dans un constructeur de copie, je ne peux appeler que des méthodes constantes. Puis si mon get n'est pas constant, je ne peux pas l'appeler. Puis donc, je ne pourrais pas faire la copie. La solution à ça, c'est juste de mettre le get constant. Donc, on va évidemment mettre ça dans le point H puis dans le point CPP. Et là, tout à coup, ça va remarcher. Donc, c'est pour ça que dans les notes de cours, on vous dit le const est un virus. Quand on met des consts à certains endroits, on est obligé d'en mettre un peu partout parce que ça nous crée des contraintes. Une référence constante n'acceptera que des méthodes constantes. Une référence constante n'acceptera d'appeler que des méthodes constantes. Donc, voilà pour le constructeur de copie. Qu'en est-il du destructeur maintenant? Mais le destructeur, c'est super simple. Le destructeur possède lui aussi le même nom que la classe, possède lui aussi aucun type de retour. La seule petite variante, c'est que le nom de la classe va être préfixé d'un tilde
la petite vague qui est là. Généralement, ça peut dépendre de vos claviers, là, mais sur un clavier typique français-Canada, ça va se faire en faisant le Alt de droite et le 2 points. Puis là, on va lui mettre ensuite le nom de la classe et on ne lui mettra pas de paramètres. Le destructeur, c'est facile, c'est tout le temps ça. Il n'y en a rien qu'un, tout le temps de même. Un tilde, le nom de la classe, pas de paramètres. That's it, that's all. Quand on fait ça, on vient de déclarer qu'on avait un destructeur. Ce destructeur-là va être appelé automatiquement à chaque fois qu'un objet termine de vivre. Donc, aussitôt qu'un objet meurt, c'est-à-dire lorsqu'on atteint la fin d'un bloc où un objet a été déclaré, cet objet-là va être enlevé de la mémoire, mais juste avant, le destructeur va être automatiquement invoqué pour faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Bien, dans un destructeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage, de s'assurer qu'avant que l'objet disparaisse, que tout est fermé comme il faut. Si notre objet pointe avec des pointeurs vers d'autres objets, il va falloir s'assurer qu'on détruit les objets pointés avant de disparaître. Si notre objet a ouvert des fichiers, on va s'assurer qu'on ferme les fichiers avant de disparaître. Si notre objet a ouvert une connexion vers une base de données, on va s'assurer qu'on ferme la connexion. Donc, c'est du ménage comme ça. Tout ça, c'est des sujets un peu avancés qu'on ne manipulera pas tout de suite au début de la session. Pour l'instant, notre destructeur ne fera rien du tout. Donc, on va le déclarer quand même, juste pour s'habituer à en déclarer un. Et quand on va le définir, on va tout simplement le laisser vide. On va le définir comme ça, comme pour toute n'importe quelle autre méthode, le nom de la classe, deux points, le nom de la méthode. Il n'y a pas de type de retour, donc on n'en met pas. Ce que je pourrais faire pour l'instant, c'est juste d'écrire destruction à l'écran à chaque fois qu'il est invoqué pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe exactement. Et là, on va voir que, là, tout à coup, notre programme va écrire toutes sortes de choses à l'écran. Hop! Et voilà. Notre programme est maintenant très verbeux. Donc, à chaque fois qu'il fait une copie, il écrit copie. À chaque fois qu'il détruit un objet, il écrit destruction. Et on voit que le destructeur est invoqué à beaucoup d'endroits. On ne réalisait peut-être pas, mais ça revient souvent, ça. Qu'est-ce qui se passe exactement dans tout ça? Bien, regardez, c'est simple. Au début, je me déclare 2 entiers. Ensuite, je m'en déclare un autre et je lui passe tout de suite une valeur à la construction. Là, il n'y a rien qui se passe là. Ensuite, j'en déclare un quatrième qui est une copie du troisième. Hop, j'ai le mot copie ici. Après ça, j'affiche l'objet. Donc, c'est-à-dire que je passe l'entier 1 à la fonction afficher objet. Bien, ça, ce que ça fait, c'est que ça en fait une copie. La copie est faite dans param. Ensuite, la fonction affiche le 0 qui est à l'intérieur de l'objet. Et lorsque la fonction est terminée, la copie param est détruite. Et là, le destructeur est invoqué et ça écrit destruction. La même chose se passe ensuite une deuxième fois pour afficher l'objet 2, copie 0, destruction. Et ensuite, la même chose pour l'objet 3, copie 15, destruction. Et là, une fois que j'ai fini ça, j'arrive à la fin du main. Et à la fin du main, je vais détruire tous les objets que le main a créés. Entier 4, entier 3, entier 2, entier 1. Donc, ça va faire 4 destructions supplémentaires. Donc, évidemment, dans la vraie vie, on ne va pas faire ça, mettre des cout dans les destructeurs puis les constructeurs. Je les ai mis là juste pour que vous puissiez suivre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour l'instant, quand on fera les destructeurs, on va juste les déclarer, on va les définir, puis on va les laisser vides, comme ça, juste pour s'habituer à la syntaxe. Et quand on arrivera un peu plus tard en mi-session, fin de session, et qu'on les utilisera pour vrai, vous saurez tout de suite comment les faire.